Bonjour, je voudrais parler de la psychiatrie, la psychologie, la psychothérapie en France, parce qu'on m'a passé récemment une série d'interviews d'un psychiatre connu qui fait des livres sur l'estime de soi, le bonheur, la pleine conscience, méditation, etc. Quelqu'un qui a plein de livres en librairie, qui passe à la télé, là c'était à la radio. Il est au sommet de sa profession puisqu'il est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et dès les premières secondes, et ensuite dans tout le reste, j'ai été atterré de voir comment quelqu'un à cette place-là peut se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude sur tellement de choses, y compris vraiment les bases, telles que je le comprends en ayant vu ce qui se passe un peu ailleurs, quoi. Donc, je voudrais faire ce que je peux pour essayer de faire en sorte que cette situation change, parce que je voudrais que les gens qui souffrent puissent recevoir l'aide dont ils ont besoin pour guérir et pour aller mieux. Ouais, c'est ça qui est important pour moi. Et je pense que c'est aussi ce qui est important pour ce monsieur et pour tous ses collègues. Il cherche sincèrement à aider les gens qui viennent le voir. Mais malheureusement, la formation que tous ces médecins reçoivent laisse beaucoup à désirer. Ils sont dans un monde renfermé sur lui-même, on dirait, et du coup, ça fait que je dis pas qu'ils aident personne. Le simple fait du contact humain, et il le dit dans l'interview lui-même, que lui, c'est important pour lui d'apporter ça aux gens qu'il voit. Rien que ça aide. Mais on peut faire tellement plus quand on a des outils plus efficaces. Et quand je vois que ces outils existent ailleurs et que ce monsieur, il s'appelle Christophe André, il n'est pas au courant de ça. Donc voilà, je voudrais vraiment faire ce que je peux pour arranger cette situation, quoi. Et je me dis que bon, si j'essaye de l'appeler, lui envoyer un email, quelque chose, comme moi j'ai aucun diplôme, il va pas me prendre au sérieux, il va pas prendre le temps d'écouter ce que j'ai à dire, quoi. Donc je me dis qu'en mettant les pieds dans le plat, en faisant des vidéos comme celle-ci, là, j'ai espoir que d'attirer suffisamment l'attention de ce monsieur, de ses collègues, de plein d'autres personnes aussi, j'espère, pour que cette situation change et que on puisse, que les gens qui en ont besoin puissent recevoir une aide efficace. Donc, j'ai quelques notes. Je raconte, j'ai des vidéos en anglais où j'explique un peu tous ces trucs-là. Ce que je voudrais plutôt, c'est... bon, là, je vais donner quand même quelques idées, mais je voudrais que, par exemple, ce monsieur Christophe André, qu'on fasse une discussion, qu'on enregistre, que je puisse lui expliquer et que lui il m'explique là où je me trompe peut-être, et que ensuite soit lui tout seul, soit ensemble, on fasse une synthèse pour tout le monde sur internet. Ça peut passer ailleurs aussi s'il veut. Voilà, pour que les informations soient disponibles et qui se servent de sa notoriété pour essayer de faire bouger les choses dans le sens que je suis sûr que lui aussi voudrait que ça bouge, quoi. Alors, je vais donner quelques exemples de ce qui m'a frappé en entendant cette interview. Alors déjà dans les premières secondes, dès le début,
il dit que oui, ça le dérange, il n'aime pas trop se mettre en avant parce que oui, c'est parler de son petit nombril, c'est pas important. Alors déjà, moi, quand j'entends ça, je me dis ok, visiblement. Et alors, je voudrais rassurer Christophe André que c'est pas grave, parce que là, je vais lui rentrer dans le tas dans le reste de la vidéo, je pense. Donc, mais c'est dans le but de voilà comme j'ai expliqué avant, mais que qui s'en fasse pas, parce que comme il dit aussi qu'il a tendance à avoir du mal avec les émotions insoutenables des fois, et qu'il va se réfugier dans les monastères bénédictins, que ça lui est arrivé plusieurs fois, et que sa femme a peur qu'il la quitte pour aller se réfugier là-bas. Je voudrais lui dire qu'il s'inquiète pas, et que plein d'autres gens sont passés par là avant lui, que c'est pas de sa faute, que tout ça c'est à cause de ce qu'il a subi quand il était tout petit. Il dit qu'il a pas trop de souvenirs d'avant 5 ans. Bon voilà. Donc il a rien à se reprocher. C'est parce que ses parents visiblement eux aussi étaient pas disponibles suffisamment en eux-mêmes pour lui apporter ce dont il a besoin et pour éviter de le blesser. Donc c'est parce que lui a subi tout ça qu'aujourd'hui, jusqu'ici, il a pas eu la clarté d'esprit pour pouvoir s'apercevoir qu'il n'aidait pas les gens autant qu'il le voulait, et qu'il y a plein de choses qu'il s'imagine qui peut-être peuvent être complètement différentes. Donc voilà, je voudrais qu'il s'inquiète pas trop. Ça va aller mieux après, j'espère. Donc oui, quand je l'entends dire ça sur et qu'en plus il fait des bouquins sur l'estime de soi. Donc oui, l'estime de soi, là, quand je l'entends dire que son petit nombril n'intéresse personne, moi ce que j'entends, c'est que lui personnellement a zéro amour-propre, quoi. C'est un truc que j'explique encore une fois dans les vidéos en anglais, que d'après les travaux de Nathaniel Branden aux États-Unis, et un chercheur sur l'estime de soi qui a plein de livres là-dessus depuis les années 70, il explique que l'estime de soi, c'est pas, comme on l'entend souvent, se prendre pour le roi du monde et marcher sur la tête de tout le monde, écraser tout sur son passage. Alors, l'estime de soi, c'est pas ça. L'estime de soi, c'est d'une partie la confiance en soi, à sa capacité à comprendre ce qui se passe autour de nous, et savoir trouver ce qu'il faut faire pour survivre, et pour aussi vivre et subvenir à ses besoins dans tous les domaines. Ça, c'est le côté confiance de soi qui peut s'améliorer, ça. Et ensuite, il y a l'autre composant qui est l'amour-propre. Et là, par contre, l'amour-propre, c'est pas quelque chose qui s'améliore. L'amour-propre, soit on s'aime, soit on s'aime pas, quoi. Soit on pense qu'on est quelqu'un qui mérite de l'amour, soit on pense qu'on est quelqu'un qui le mérite pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc quand j'entends que voilà, ils disent son petit nombril, ça intéresse personne, pour moi donc c'est un signe qu'il n'a pas d'amour propre. Et l'amour propre, c'est un des sujets tels que je comprends en lisant plein de trucs. C'est une des bases, quoi, pour le bien-être, pour le bonheur. Donc c'est une des bases lorsqu'on veut aider les gens à atteindre ça, donc lorsqu'on est psychiatre, psychothérapeute, psychologue. Donc le fait que lui soit apparemment pas clair sur suffisamment sur cette notion-là, et qu'il s'aperçoive pas qu'il a zéro amour-propre, je trouve ça grave. Donc voilà, ça c'est la première chose. Pourquoi c'est grave? Parce que
Voilà comment ça se manifeste. Lorsqu'on s'imagine que on n'est pas digne d'amour, on va se retrouver à avoir peur. Alors tout ça, c'est des choses qui commencent dans la toute petite enfance, avant même qu'on soit capable de vraiment raisonner consciemment. Hein. C'est dans les premiers mois, première, deuxième année, ensuite aussi, mais ça commence déjà si tôt. Donc on part avec une vision du monde où on n'est pas en sécurité, où on est en danger de se faire abandonner parce qu'on n'est pas assez bien, parce qu'on mérite pas d'être aimé. Et lorsqu'un tout petit enfant comme ça, inconsciemment, instinctivement, il sent que ses parents font pas attention à lui, ils lui donnent pas l'amour dont il a besoin, il n'a pas la capacité de compréhension pour s'apercevoir que c'est parce que mes parents souffrent eux-mêmes, ils sont pas disponibles, ils ont leurs propres angoisses, leurs propres problèmes, et c'est ça qui fait qu'ils sont pas disponibles pour moi. Non, il se dit je suis en danger de mort, qu'est-ce que je peux faire? Et donc c'est l'instinct de survie qui est déclenché à ce moment-là, et qui se dit ok, non, mes parents ça doit aller, et le problème ça doit être moi. Donc c'est moi qui suis insuffisant, pas assez bien, indigne d'amour, donc il faut absolument que je trouve comment faire pour remédier à cette situation. Donc je vais essayer de capter leur attention, s'ils me la donnent pas, c'est parce que je la mérite pas, donc je vais en faire plus pour essayer qu'ils m'aiment plus. Alors il y a d'autres comportements possibles aussi, mais vous voyez, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et après, si on fait rien pour s'en apercevoir et pour réparer les dégâts que ça cause plus tard dans la vie, parce que même si ça permet de survivre pendant la petite enfance, parce que justement peut-être si on a une mère qui est perturbée, qui fait pas suffisamment attention au nouveau-né, le fait que le nouveau-né mette plus d'énergie pour capter l'attention de la mère et recevoir l'amour dont il a besoin pour se développer normalement, ça peut lui sauver la vie. Le prix plus tard, c'est avec cette image de soi comme n'étant pas digne d'amour, ça empêche de vivre heureux, ça empêche de nouer des relations satisfaisantes avec les gens autour de soi pour le restant de sa vie. Enfin, vous voyez, ça a des conséquences graves. Ça peut mener ensuite à ce qu'on appelle psychose, etc. Au bout de beaucoup d'années, lorsque ça empire. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc déjà ça c'est juste les premières secondes de l'interview. Ensuite, alors je regarde mes notes, qu'est-ce qu'il disait ensuite? Oui, alors il dit un peu plus tard que il se sent impuissant face aux patients qui sont alcooliques. Et que il a choisi de faire l'impasse sur ça, et il regrette, mais il se justifie ça lui-même en disant oui, on peut pas s'occuper de tout, il y a plein d'autres choses sur lesquelles aider les gens, mais il s'aperçoit pas que l'alcoolisme, c'est une des manifestations d'un manque de développement émotionnel, encore une fois de la petite enfance. Alors c'est Pia Melody aux États-Unis qui explique ça. Comment l'alcoolisme, c'est juste une des manifestations de manque émotionnel profond, qui peuvent se développer par la suite. Il suffit de recevoir, alors c'est pas facile non plus, mais c'est possible. Et lorsqu'on reçoit suffisamment d'attention, suffisamment d'amour, on peut développer ces aspects de notre personnalité qu'on n'a pas développé jusque-là, et ça permet de guérir et d'aller mieux, et de vivre enfin beaucoup plus heureux, quoi. Donc comme ça. Donc les autres manifestations, par exemple, alors il y a toutes les autres drogues, il n'y a pas que l'alcool, il y a tous les gens qui fument, il y a tous les gens qui mangent trop,
Il peut y avoir d'autres raisons aussi pour manger trop, mais bon, ça, c'en est une. Il y a les gens qui se mettent tout dans le travail, ou dans l'exercice physique, ou dans les conquêtes amoureuses, ou dans avoir des signes extérieurs de richesse, voitures, appartements, maisons, etc., des avions. Ou par exemple avoir du pouvoir sur les autres, tous les hommes politiques, voilà. Il y a plein de manifestations des mêmes carences affectives. Donc il y a ces modèles-là, je veux dire, ils existent. Pia Melody, elle dit ça depuis la fin des années 80. Alors c'est vrai, c'est en anglais, et malheureusement, Christophe André, il dit que lui, ses parents, ils voulaient qu'il fasse allemand, latin et grec, si je me souviens bien. Il n'a pas fait anglais, donc bon, ok, dommage. Mais c'est pas trop tard, il peut se renseigner, et c'est possible, et pas que lui, tout le monde, je veux dire, ces recherches sont accessibles, quoi. Et je voudrais dire aussi que même aux États-Unis, c'est pas une histoire de barrière de langue forcément, même aux États-Unis, la plupart, pareil, des psychiatres, psychothérapeutes, psychologues sont pas au courant des travaux de Pia Melody, ni des autres personnes que moi j'ai trouvé qui pour moi ont l'approche la plus cohérente, la plus efficace parmi tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Donc voilà, même les anglophones passent à côté de ça, quoi. Parce qu'encore une fois, les formations en médecine, en psychologie, etc., c'est fait par des gens qui sont eux-mêmes, qui souffrent eux-mêmes de carences émotionnelles comme ça, et donc qui sont tellement perturbés par ça qu'ils n'ont pas la clarté d'esprit pour s'apercevoir vraiment de ce qu'ils font suffisamment pour avoir l'idée d'aller voir ailleurs, et pour avoir la clarté d'esprit pour reconnaître lorsqu'ils voient quelque chose qui est plus efficace. Donc voilà, ça touche pas que les médecins, à mon avis, c'est la grande majorité des humains sur cette planète qui souffrent de ce genre de carence du développement émotionnel, et qui fait que on a tous les problèmes de guerre, de malnutrition, pauvreté, pollution, tous les conflits, tous les gens qui sont malheureux. Voilà. Déjà, si on appliquait ce que certaines personnes ont trouvé pour régler ça, il me semble qu'on réglerait une énorme quantité de problèmes dans le monde, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est parce que je voudrais qu'on arrive à ça, quoi. Au lieu de risquer de se retrouver emporté par la violence, un monde qui est fou, quoi. Enfin, pas fou, mais qui souffrent terriblement, parce qu'il y a tellement de gens qui reçoivent pas ce dont ils ont besoin pour se développer harmonieusement, et pouvoir avoir l'esprit clair pour voir ce qui se passe, et faire ce qu'il faut pour résoudre les problèmes, quoi. Donc bon. Alors, je passe à la suite. Ça, c'est, oui, donc je disais sur l'alcoolisme. Donc, il dit que lui, son père était alcoolique, et que donc il a choisi de faire l'impasse sur ça. Donc, j'espère que vous voyez à quel point faire l'impasse sur ça, c'est aussi faire l'impasse sur pratiquement tout le reste, quoi. Malheureusement. Et lorsqu'il dit plus tard, il parle de politique à la fin de l'interview. Il dit oui, c'est important de faire le clair dans son propre esprit si on veut ensuite avoir une conscience politique et pouvoir efficacement blablabla. Donc voilà. Moi, je vois une grosse contradiction. Être psychiatre, avoir un père alcoolique, s'apercevoir que on a des problèmes comme ne pas savoir se sentir impuissant face à des patients alcooliques, ça c'est pas juste un petit problème, quoi. Là c'est vraiment quelque chose à creuser. Donc voilà. Quoi d'autre? Ouais, la méditation. Alors voilà.
ça c'était un moment dans l'interview où j'ai trouvé que oui, tiens, là j'entends des choses en accord avec ce qui me semble être des pratiques efficaces, le fait que la méditation ça aide, oui. Mais lorsqu'il évoquait la respiration, il m'a semblé qu'il n'est pas au courant des travaux de Stephen Porges aux États-Unis sur, alors ça s'appelle la théorie polyvagale, ces recherches. Je pense qu'il est docteur, en tout cas un chercheur. Stephen Porges, avec un S à la fin. Qui explique pourquoi la respiration calme, quelle composante exactement de la respiration, d'où ça vient évolutionnairement. Ça me semble important de comprendre ces choses-là, d'être au courant et de comprendre, pour pouvoir ensuite tirer ce qui est le plus efficace pour pouvoir ensuite aider les gens. Donc voilà. Il y a plein d'autres choses très importantes dont parle Stephen Porges, et j'espère que Christophe André et tous ses collègues prendront connaissance des travaux de Stephen Porges, de Pia Mellody et aussi d'Alan Shore sur les premières années du développement du cerveau humain, du développement intellectuel, du développement émotionnel, comment l'un influe l'autre. Voilà, tout ça aussi, ça me paraît des connaissances de base à avoir si on veut pouvoir aider efficacement les gens, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, j'ai parlé d'à peu près tout. Alors oui, bon, alors ça, c'est un peu compliqué, je suis à 21 minutes, moi je vais essayer de dire quand même. Lorsqu'il parle on l'interroge sur la religion, et je l'entends dire que lui, alors que sa femme vient d'une famille religieuse et qu'ils sont très croyants et qu'il apprécie ça, même si lui, dans sa petite enfance, c'est pas l'impression, c'est pas l'idée de la religion qu'il a eue. Mais en même temps, il dit qu'ils sont un peu austères peut-être. Alors là, moi, je vois une contradiction. L'idée que je trouve intéressante dans toutes les religions, c'est alors je vais dire en deuxième, je vais d'abord dire ce que je trouve pas intéressant et carrément nocif, quoi. C'est l'idée qu'il y a un bonhomme quelque part qui regarde, surveille tout ce qu'on fait, et que on a intérêt à faire ce qu'il faut, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts, ou largement pire. Voilà, ça c'est complètement déresponsabilisant, c'est infantilisant, ça va à l'encontre du développement de la personne qui permet d'être heureux, je pense. Voilà, cet aspect-là de la religion, je pense, c'est très nocif. Maintenant, l'aspect qui me paraît très bénéfique, c'est, mais ça c'est pas articulé dans les religions que j'ai pu, dont j'ai connaissance en tout cas pas clairement comme ça, c'est l'idée que chacun de nous, on a quelque chose, on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous, c'est-à-dire on est tous des êtres vivants, tous les autres êtres vivants sont mus par la même force. Alors c'est des réactions chimiques, on peut descendre aussi bas qu'on veut dans cette perspective-là, et je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de magique là-dedans, hein. Mais quand même, lorsque Christophe André parle de son attitude vis-à-vis de la mort, et comment, moi je trouve ça, triste, lorsqu'il pense que de toute façon tout ce qu'il fait ça sert pas à grand chose, puisque il va mourir, donc voilà, il se contente de faire ce qu'il peut, et c'est pas grand chose, ce genre de vue.
Le mot m'échappe là en ce moment. Moi, tel que je vois ça, non, le fait qu'on soit tous partie intégrante de la vie dans l'univers, et ça c'est un truc qui nous dépasse tellement, on ne sait pas quel rôle chacun de nous a dans le développement de cette aventure énorme et fantastique et mystérieuse, quoi. Le fait que quelqu'un je sais pas moi, pose tel pied le matin en se levant en premier ce jour-là plutôt que l'autre, peut-être que ça peut changer par un concours de circonstances. Et ben, ce qui va se passer à l'autre bout de l'univers dans je sais pas combien de milliers, dizaines de millions d'années, allez savoir. Donc, pour dire que tout ça c'est lié et que peut-être on a chacun un rôle à jouer qui est plus important que ce qu'on peut voir. Et en tout cas, moi, je trouve beaucoup de signification à penser que ce que je fais, c'est pas insignifiant. Peut-être ça participe à ce que ce tout se développe d'une façon autre que celle que si moi je choisis autre chose, quoi. Donc voilà, ça c'est... Je pense que ça, c'est une vue qui permet, pour revenir à l'amour-propre, qui permet de se voir comme ayant une valeur inhérente, intrinsèque, indépendante de ce qu'on peut accomplir, par exemple professionnellement ou, je sais pas moi, dans n'importe quel autre domaine. On n'a rien à accomplir. Simplement le fait d'être qui on est, soi-même, rien que ça, peut-être ça a une valeur, et moi ça c'est quelque chose, je rencontre dans les vidéos en anglais, peut-être je rencontrerai aussi en français, qui a eu vraiment une grosse différence dans ma vie et qui me permet d'être beaucoup plus heureux aujourd'hui que ce que je l'étais avant. Donc bon, j'espère que Christophe André ou quelqu'un d'autre qui va voir ça sera intéressé pour qu'on fasse une discussion plus en détail et ensemble rendre ces informations disponibles en français pour tout le monde. Voilà. Merci à tous. Au revoir.